Bonsoir, merci beaucoup à tous d'être là ce soir et d'être aussi nombreux en cette fin de semestre pour cette conférence. Au nom des quatre organisations qui ont préparé cette conférence, je tenais à vous remercier. Donc on a le groupe Regard Critique, le groupe System Change de la Grève du Climat, Solidarité et Unipolis. Donc nous avons ce soir le plaisir d'accueillir Michael Levy. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes donc philosophe, sociologue, marxiste franco-brésilien, directeur de recherche émérite au CNRS et vous êtes notamment militant écosocialiste. Vous avez contribué à l'écriture du manifeste écosocialiste international et notamment à l'organisation aussi de la première rencontre écosocialiste internationale, c'était en 2007. Vous avez écrit, de nombreux ouvrages dont l'introduction à qu'est-ce que l'écosocialisme, et c'est justement sur cette thématique-là que nous vous avons invité ce soir pour traiter justement de ce qu'est l'écosocialisme, nous faire une introduction vraiment grand public et en quoi l'écosocialisme représente aujourd'hui pour vous une alternative qui soit à la fois pertinente et nécessaire face aux catastrophes écologiques et sociales que nous connaissons aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'être là et puis je vous laisse la parole là-dessus. Bien, merci aux amis des 4 associations de m'inviter. Je suis très content d'avoir cette occasion d'échanger avec vous sur l'écosocialisme et je suis très heureux de revenir à cette université où j'ai enseigné il y a pas mal d'années. Vous m'entendez? Bon, donc ça marche le micro. Eh bien, il y a 110 ans, il y a eu un terrible accident, le bateau Titanic a coulé. Et je pense que nous sommes aujourd'hui passagers d'un nouveau Titanic, un très grand bateau qui va lentement mais de façon de plus en plus accélérée vers un énorme iceberg qui s'appelle catastrophe écologique. Alors, mais il y a une grande différence entre ce nouveau Titanic et l'ancien. Dans l'ancien Titanic, le pauvre capitaine, il n'avait pas la moindre idée qu'il allait tomber sur un iceberg. Dans le Titanic où nous sommes tous passagers, les capitaines, les officiers, etc., ils savent que là, il y a quelques kilomètres, se trouve un iceberg. Mais malgré ça, ils discutent qu'est-ce qu'il faut faire. Et ils sont arrivés à la conclusion que faire demi-tour et revenir, c'est pas possible parce que ça coûte trop cher, beaucoup trop cher. Donc on peut pas. Donc on continue. Mais il y a une idée qui a été adoptée à l'unanimité. On va peindre le bateau, le grand Titanic, en vert. Hein? Donc c'est très beau, on l'a repeint en vert. Mais malheureusement, il continue à avancer vers cet iceberg. Et pendant ce temps-là, dans la première classe, il y a l'orchestre qui joue, et les passagers de la première classe qui dansent, très bien. Dans la cale, à la 3e classe, les passagers regardent la télé, le championnat de football, et le bateau avance. Et puis, il y a un groupe de gens très actifs dans les différentes classes du bateau qui pensent que le problème le plus urgent dans ce bateau, c'est de se débarrasser des passagers clandestins. Il y en a plein de passagers clandestins dans le bateau. Il faut le trouver, les démasquer et les jeter à la mer pour s'en débarrasser. Et là, il y a 2 tendances. Il y a une qui est plus charitable qui dit, avant de les jeter à la mer, on leur donne un gilet de sauvetage. Enfin, on va les jeter tous à la mer. Bon, voilà, un peu, je vous présente une espèce de allégorie tragicomique de la situation où nous sommes. Hein, nous sommes tous passagers de ce nouveau Titanic. Cette situation est d'autant plus tragique que, effectivement, les gens savent, c'est-à-dire, on sait très bien où nous mène le bateau. Hein, on sait très bien où nous mène le bateau parce que ça fait des années que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Hein, les scientifiques du GIEC, qui représente
la science dans ce qu'elle a de plus sérieux, disons, à l'échelle planétaire. Ça fait des années qu'ils nous avertissent, et encore récemment, dans les derniers rapports du GIEC, bon, c'est dit clairement, hein, si nous dépassons le 1,5 degré de température plus qu'à l'époque pré-industrielle, le processus de réchauffement climatique va s'emballer, deviendra incontrôlable, et la température va monter vers 2 degrés, ensuite plus, 3, on ne sait pas, personne ne peut dire où ça va s'arrêter. Et on sait qu'à partir d'une certaine température, vont se déclencher, ça a d'ailleurs déjà commencé, se déclenchent de phénomènes de rétroaction. Par exemple, les incendies de forêt. Vous savez que les incendies de forêt se multiplient à l'échelle planétaire. Chaque fois des incendies énormes, gigantesques, en Californie, en Australie, etc., bon, d'autres pays du monde, en Amazonie. Certains criminels, en Amazonie surtout, ils sont criminels, provoqués par des propriétaires fonciers qui veulent l'expansion du bétail ou de la soja, etc. Mais souvent, ce sont simplement des résultats du réchauffement climatique. Et ces incendies détruisent la forêt, qui absorbait les gaz carboniques, les gaz à effet de serre, et cette forêt donc disparaît, et en brûlant, elle envoie des énormes quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, en augmentant la température, et cette augmentation de la température va provoquer encore d'autres incendies de forêt qui envoient les gaz à l'atmosphère. Vous voyez, c'est un cercle, hein, un cercle de rétroaction. Et comme ça, il y en a plusieurs. Il y a le permafrost, ces immenses étendues gelées de la Sibérie, du Canada, etc., près du pôle Nord. Bon, elles commencent à fondre et elles envoient des grandes quantités de gaz méthane dont l'effet de serre est 30 fois supérieur au gaz carbonique. Donc, cette fusion du permafrost contribue, en envoyant des gaz à effet de serre, à augmenter la température. Et plus la température augmente, plus les permafrost fond, n'est-ce pas? Ouais, encore une fois, un processus circulaire. Et comme ça, il y en a beaucoup, je ne vais pas faire toute la liste. Et les résultats, c'est donc un processus de changement climatique dont les conséquences, on les connaît aussi. Hein. Bon, le GIEC l'a explicité, mais on le voit. Il suffit de lire le journal tous les jours, on le voit. Désertification. Hein, désertification des terres. Hein. On a calculé que le désert du Sahara pourrait arriver, on ne peut pas dire dans combien d'années, mais pourrait arriver jusqu'à Rome. Hein, la moitié de l'Europe deviendrait un nouveau désert du Sahara. Donc, la désertification des terres, la disparition de rivières et de l'eau potable, non? Et le pire de tous peut-être, l'élévation du niveau de la mer, parce qu'avec la fusion des calottes polaires au nord et au sud, les niveaux de la mer augmentent. Et ça se passe plus rapidement que prévu. Hein. Chaque fois, les scientifiques disent non, mais ça va arriver dans 30 ans, et après ils disent non, c'est arrivé la semaine dernière. Hein. Bon, voilà. Donc les choses s'accélèrent, et on sait que si le niveau de la mer augmente de 2 ou 3 mètres, les principales villes de la civilisation humaine, New York, Shanghai, Hong Kong, Rio de Janeiro, Venise, Amsterdam, Londres, etc., vont être sous l'eau. Combien ça coûte? Combien ça coûte en point du PIB si toutes ces villes disparaissent sous l'eau? Hein? Bon, vous voyez à quel point le calcul habituel qu'on fait sont complètement absurdes par rapport aux enjeux du changement climatique. Eh bien, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a quelques années, le gouvernement américain a demandé au Pentagone
bon, alors on va la question suivante. Qu'est-ce qu'on fait si, disons, la vie humaine devient difficile, disons, problématique ou peut-être impossible sur la planète Terre? Et bon, les scientifiques du Pentagone ont travaillé la question plusieurs mois, etc. Et finalement, ils ont sorti une proposition qui était: nous allons envoyer une fusée interplanétaire à la planète Mars pour voir si là-bas on trouve un moyen de survivre. Et dans cette fusée, il y aurait le président des États-Unis, le Sénat, les congrès, des militaires, des scientifiques, etc. Nous ne sommes pas invités à ces voyages, donc je ne pense pas qu'ils nous intéressent beaucoup. Bon, voilà les tableaux. Je pense qu'il faut... Il y a une phrase que j'aime beaucoup du penseur marxiste Antonio Gramsci, qui dit qu'il faut toujours savoir associer le pessimisme de la raison avec l'optimisme de la volonté. Donc j'ai commencé avec le premier chapitre, pessimisme de la raison. C'est effectivement très inquiétant que, disons, nous sommes arrivés à cette situation dramatique, avec des dangers sans précédent dans l'histoire humaine. Si on fait l'historique depuis le néolithique jusqu'à maintenant, on ne trouve rien de comparable. Il faut revenir à d'autres ères géologiques, il y a, je ne sais pas, 2 ou 3 millions d'années, pour trouver une époque, par exemple, où la planète était couverte d'eau. Il n'y avait pas de continent, il n'y avait que de l'eau partout. Bon, donc on risque de revenir, disons, à des ères géologiques très lointaines dans l'avenir. Bon, maintenant, qui est responsable de cette situation? Les géologues ont créé un nouveau concept pour décrire cette situation qui est l'anthropocène. C'est-à-dire la planète est entrée dans une nouvelle ère géologique. Nous avons eu l'Holocène, mais l'Holocène est en train de terminer, et commence l'Anthropocène, une époque où certaines caractéristiques de la planète, à commencer par le climat, mais aussi la surface maritime, etc., bon, plusieurs caractéristiques géologiques de la planète sont en train de changer à cause de l'action humaine. C'est pour ça que ça s'appelle Anthropocène. Bien. Et je pense que cette constatation, elle est légitime, elle est juste. Effectivement, c'est ça qui est en train de se passer. Nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle ère géologique. Bon, le seul réserve que j'aurais envers ce concept d'anthropocène, c'est que l'anthropos, l'être humain, vit sur la planète depuis de dizaines de milliers d'années, en tout cas, l'homo sapiens. Et cette crise, comme le reconnaissent les scientifiques, a commencé avec l'ère industrielle. Le premier signe commence au XVIIIe siècle, mais ça s'est beaucoup accéléré au XXe, surtout après 1945, et surtout à l'époque du capitalisme global néolibéral. C'est à ce moment-là que, disons, ce processus de accumulation des gaz à effet de serre et donc le changement climatique s'est vraiment accéléré, qualitativement. Bon, donc, je pense que la conclusion qu'on doit tirer, c'est que les responsables de la crise, c'est pas l'anthropos en général, mais c'est une forme spécifique de civilisation humaine, qui est la civilisation industrielle capitaliste moderne, telle qu'elle s'est formée, disons, à la deuxième moitié du XVIIIe siècle, mais surtout telle qu'elle s'est étendue à l'échelle planétaire sous la forme du capitalisme néolibéral après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc si disons, le coupable, disons, les responsables de la crise, je pense qu'il doit être clairement identifié comme le système capitaliste industriel moderne. Et ça, bon, nous, les écosocialistes, nous le disons depuis longtemps, mais nous ne sommes plus les seuls. Il y a pas mal de gens qui le disent. C'est pour ça que dans le mouvement de jeunes, le mouvement protestataire, est apparu le mot d'ordre « Changeons les systèmes et pas les climats ». Les systèmes, quel système? Le système économique, social existant, qui est le capitalisme. Et même le pape François, qui n'est pas un marxiste connu,
dans son encyclique, qui s'appelle Laudato Si, que je vous recommande à tous la lecture, un très beau document, explique que les responsables de l'injustice sociale d'une part et de la crise écologique, du danger de catastrophe écologique, c'est l'actuel système économique et social mondial fondé sur la propriété et la maximisation du profit. Bon, je n'utilise pas le mot capitalisme, mais c'est clairement indiqué. Bon, et pourquoi c'est le capitalisme? Parce que le capitalisme, depuis son origine au XVIIIe siècle, le capitalisme industriel moderne, jusqu'à aujourd'hui, dépend d'une façon absolument essentielle des énergies fossiles, c'est-à-dire d'abord le charbon, ensuite le pétrole et le gaz. Il est totalement dépendant de ces énergies et tout son fonctionnement, sa nature, disons, est basé sur ces énergies fossiles et pour lui, se séparer, disons, des énergies fossiles apparaît comme une tâche impossible. Et surtout, une tâche contradictoire avec la nécessité du système capitaliste de expansion, des croissances, des accumulations du capital, des marchandises, etc., et de maximisation du profit. Ça, c'est une nécessité du système, et cette nécessité est contradictoire, disons, la nécessité d'expansion illimitée qui est inhérente au système capitaliste est contradictoire avec l'existence de limites planétaires, notamment les limites imposées par les équilibres écologiques comme le climat. Donc là, il y a une contradiction insoluble dans le système avec, disons, les limites de la planète. Et la démonstration la plus évidente de cette incompatibilité du système avec les exigences écologiques urgentes, telles qu'elles sont définies par les GIEC, par exemple, sont les réunions des Nations Unies sur le climat, les célèbres COP, conférences des parties. Bon, nous sommes à la 26e, ça fait plusieurs dizaines d'années. Plusieurs dizaines d'années qu'il y a le gouvernement de la planète, qui sont pratiquement tous, à un degré ou un autre, tributaires du système, c'est-à-dire de la civilisation capitaliste industrielle moderne. Bon, ces réunions-là aboutissent pratiquement tous à des échecs, dans certains cas des échecs spectaculaires. Par exemple, la dernière, c'était à Glasgow. Bon, ils se sont réunis, tout le gouvernement de la planète. Ils ont longuement discuté. Ils étaient d'accord sur le diagnostic. Vous ne pouvez pas nier le diagnostic offert par le GIEC. Il faut éviter que la température dépasse les 1,5, etc., etc. Mais au moment de décider de mesures minimales énergie, comment sortir maintenant, pas dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, du charbon et du pétrole et du gaz. Bon, on va voir l'année prochaine, etc. Rien, pratiquement rien. Et l'organisateur de la conférence de Glasgow, qui était un haut fonctionnaire anglais, quand il est venu annoncer les résultats, il a pleuré. C'est incroyable. Le bonhomme, c'était un fonctionnaire endurci du gouvernement anglais, qui n'est pas un gouvernement écologique ni des gauches. Il est venu annoncer, il a pleuré. Ça résume très bien les résultats de la conférence. Voilà où nous en sommes, donc dans une situation qui est effectivement dramatique. Bien. Donc, si le problème donc c'est les systèmes. Évidemment, il existe des différences entre les gouvernements. Il existe à l'échelle planétaire des gouvernements qui sont climato-négationnistes ou climato-sceptiques pour être plus poli, qui pensent que le problème n'existe pas, c'est une invention des communistes chinois pour saboter notre économie, ou ils pensent que ça existe, mais c'est provoqué par des taches solaires, enfin il y a un problème avec le soleil, etc. Bon, bref, c'est tout sauf un problème qui a à voir avec le charbon, le pétrole et le fonctionnement du capitalisme. Bon. Ces gouvernements contrôlent, bon, ils étaient au pouvoir aux États-Unis avec Donald Trump,
Ils sont au pouvoir en Australie avec, j'ai oublié son nom, là, Scott Morrison, je pense. Ils sont au pouvoir en Arabie Saoudite, évidemment, ça va de soi, etc. Bon, on peut multiplier les exemples. Donc il y a plusieurs gouvernements qui sont activement opposés à toute mesure réelle disons, dans le sens de limiter les dégâts et de, enclencher un début d'un processus de sortie des énergies fossiles. Bon. En outre, il n'y a pas seulement ce gouvernement, il y a évidemment un complexe politico-économique qu'on peut appeler le complexe fossile, ou l'oligarchie fossile. C'est les intérêts économiques, mais qui sont aussi politiques, liés au pétrole, au charbon, au gaz, et à tout ce qui va avec l'industrie automobile, l'industrie aéromotrice, etc. Bon, tout ça est en rapport avec le pétrole, etc. Bon. Plastique, chimique, bon, c'est une bonne partie, disons, du système industriel et économique est liée de façon plus ou moins directe aux intérêts du pétrole, du charbon et du gaz. Et donc, ces intérêts-là freinent de 4 fers toute mesure qui irait dans le sens de limiter ou même d'en finir avec les énergies fossiles. Et évidemment, ils investissent beaucoup dans une activité de propagande, de fake news pour désinformer le public, ou des activités politiques de faire élire aux États-Unis des députés, des sénateurs, des gouverneurs qui défendent mordicus le pétrole, le charbon, etc. Bien. Donc voilà un ensemble de forces qui est hostile à tout changement. Et puis nous avons les autres, les gouvernements raisonnables, qui reconnaissent que le problème existe, qu'il faut faire quelque chose. Il faut éviter que la température dépasse le 1,5 et que le problème, évidemment, a à voir avec le charbon, le pétrole, les énergies fossiles. Il faut bon, donc c'est des gouvernements raisonnables qui ont pris conscience du problème, qui acceptent les diagnostics des scientifiques et qui sont d'accord qu'il faut faire quelque chose, sauf qu'ils ne font rien. Hein? C'est ça la différence, c'est ça. Hein? Ils sont d'accord qu'il faut faire quelque chose, mais ils ne font pas. Et l'exemple flagrant de ça, c'était la COP 21, si je me rappelle bien, celle de Paris. C'était la plus réussie jusqu'à maintenant. C'était une COP formidable, vraiment formidable. Ils sont tous mis d'accord que les problèmes étaient urgents, sérieux, et ils sont tous mis d'accord qu'il fallait faire quelque chose. Et ils ont tous pris des engagements solennels qu'ils allaient réduire leurs émissions de gaz. Tous les gouvernements présents, presque, sauf l'Australie ou l'Arabie Saoudite. Bon. Formidable, les accords de Paris. On appelle ça les accords de Paris. Sauf que, il y a 2 petits détails qui gâchent un peu la fête. Premier, aucun des gouvernements n'a tenu ses promesses, sauf quelques îles du Pacifique. Bon. Ceux qui ont dit nous allons réduire, l'Allemagne a dit nous allons réduire nos émissions de 20%, on n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'on est sorti, on a fermé nos centrales nucléaires, donc il fallait trouver une autre source d'énergie, donc on est revenu au charbon, désolé, excusez-nous, mais bon. Donc on n'a pas pu. Aucun pays n'a tenu ses promesses de réduction. Aucun. Mais pire, les scientifiques ont calculé que si tous les pays avaient tenu leurs promesses et qu'ils n'ont pas fait, même comme ça, la température aurait dépassé les 1,5, les 2 et même les 3. Et après, qui sait? Ça, c'est la conférence de Paris la mieux réussie. Bon, vous voyez, ça, c'est encore une fois la démonstration, je pense, que les problèmes, c'est pas simplement la mauvaise volonté des gouvernements climato-négationnistes qui existent évidemment, mais c'est quelque chose de plus profond, et c'est un problème systémique. C'est un problème systémique. Ça a à voir avec la logique implacable d'un système économique, social, politique, d'une forme de civilisation
la civilisation capitaliste et industrielle moderne. C'est ça le problème. C'est pour ça que c'est tellement difficile pour les intérêts économiques et politiques liés à ces systèmes de prendre des mesures qui vont effectivement à l'encontre de la logique même du système. Et c'est pour ça qu'on prend, il y a des effets d'annonce, on annonce qu'on va investir dans les énergies renouvelables, on annonce qu'on va développer une voiture électrique, etc. Tout ça ne change pas les fondamentaux. Tout ça reste marginal et pour ça, le Titanic continue à avancer. Le Titanic continue à avancer vers l'iceberg. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je passe au chapitre suivant qui s'appelle l'optimisme de la volonté. C'est l'homme. Laissons derrière nous le pessimisme de la raison. Alors, l'optimisme de la volonté, c'est quoi? C'est qu'il nous faut penser à des alternatives. Mais il faut des alternatives radicales. Parce que les tentatives de correction du système, les tentatives d'améliorer le problème à l'intérieur du système ont échoué. C'est ça le bilan des COP, des 26 COP depuis 30 années, c'est ça, les tentatives de résoudre minimum le problème, d'affronter les problèmes, d'avancer dans la solution dans le cadre du système ont échoué. Donc il faut penser à des alternatives anti-systémiques, des alternatives radicales. Et radical, ça veut dire quoi? Comme vous savez, ça vient des radix, ça veut dire s'attaquer à la racine du problème. Et la racine du problème, je m'excuse d'insister, c'est le système. Le système capitaliste industriel moderne. Bon, donc il faut penser à des alternatives radicales, des alternatives anti-systémiques, des alternatives anticapitalistes ou post-capitalistes. Et parmi ces alternatives, une n'est pas la seule, mais c'est l'écosocialisme. Donc je vais vous dire quelques mots sur l'écosocialisme comme proposition et comme stratégie. Vous verrez que c'est à la fois une proposition et une stratégie. Bon, alors, l'écosocialisme, comme le nom l'indique, c'est une tentative d'associer quelques idées fondamentales du socialisme avec les propositions fondamentales de l'écologie. Donc, les écosocialistes gardent du socialisme l'idée qu'il faut une appropriation collective des moyens de production, l'idée fondamentale du socialisme, qu'il faut une planification démocratique, c'est-à-dire que les grandes décisions de qu'est-ce qu'on produit et qu'est-ce qu'on consomme ne sont pas laissées aux forces aveugles du marché, mais sont décidées démocratiquement par la population elle-même. Et puis, on reprend de la tradition socialiste l'idée qu'il faut une transformation révolutionnaire de la société, de l'économie, du système politique, etc. Ça ne veut pas dire que les écosocialistes s'opposent aux réformes. Il y a une discussion classique sur ça, qui est un texte de Rosa Luxembourg, bon, qui n'était pas écosocialiste, mais enfin, elle avait déjà pensé à la question du rapport entre réforme et révolution. Et dans un texte qu'elle a publié en 1900, ça s'appelle justement Réforme ou Révolution, elle disait, nous les socialistes, nous les révolutionnaires, nous sommes pour toute réforme favorable aux travailleurs. Augmentation de salaire, les retraites, la réduction de l'âge de la retraite, etc., etc., droit de vote dans les régions où il n'existe pas. Toutes ces réformes-là, nous sommes pour. Évidemment, nous luttons pour elles. Nous bataillons, que ce soit dans la rue, dans le Parlement, nous sommes pour toutes ces réformes. Mais nous pensons que pour résoudre le problème de la société où nous vivons, pour avancer vers un autre type de société, il faut une transformation révolutionnaire. Et cette transformation révolutionnaire, c'est pas simplement une suite, une accumulation de réformes partielles, c'est un mouvement d'ensemble qui change la société. Voilà un peu l'idée. Je pense que ça s'applique aussi à l'écosocialisme. L'écosocialisme, donc, est favorable à toute mesure
qui limite les dégâts. Hein. S'il y a, par exemple, la décision d'arrêter la construction d'un pipeline, c'est formidable. Les écosocialistes se battent pour arrêter, aux États-Unis, par exemple, il y avait une monstruosité qui s'appelait Extra Large Pipeline, pipeline XXL, un pipeline monstrueux qui apportait du Canada le pétrole de sable bitumineux qui est le plus sale de la planète, dont l'exploitation provoque des émissions de gaz de serre, effet de serre massives. Et bon, et donc ce pétrole allait être transporté et allait traverser tous les États-Unis jusqu'au golfe du Mexique pour être exporté, bon, etc. Donc un désastre écologique de proportions monstrueuses. Et Joseph Hansen, le climatologue américain, disait si vous construisez ce pipeline, on peut dire que l'affaire du changement climatique c'est réglé, c'est fini. Hein? Bon, c'est un peu exagéré, mais enfin, c'était un enjeu important. Et il y a eu une grande mobilisation, d'abord des indigènes, les Sioux. Hein? Les Sioux, c'est des gens très intelligents, comme vous savez, et ils étaient le premier à s'opposer parce qu'ils ne voulaient pas du pipeline sur leur terre. Et à côté d'eux, les écologistes, les écosocialistes, les socialistes, les syndicalistes, bon, il y a eu une grande coalition, et on a bloqué ces pipelines. C'est formidable, c'est important. Le gouvernement Biden, maintenant, il a signé un décret, bon, on arrête, pour le moment, on arrête. C'est important, ça. Évidemment, on se bat pour toute mesure qui limite le dégât. Mais, en même temps, on pense que pour éviter que notre bateau aille effectivement couler dans l'iceberg, il faut plus que ça. Il ne suffit pas d'arrêter un pipeline ici et un autre là, il faut une transformation globale. Et il faut initier un processus de transition vers une autre société, en fait vers une autre civilisation. Parce que l'écosocialisme, c'est un projet, le projet d'une autre civilisation, en rupture avec le fondement de la civilisation capitaliste industrielle moderne. Une civilisation fondée sur d'autres valeurs, des valeurs d'égalité, de démocratie, des valeurs de solidarité, et surtout de respect pour la nature, pour notre maison commune, pour l'environnement. Bon. Et cet critère écologique, évidemment, change tout. Hein. La compréhension que nous avons du socialisme n'est plus du tout celle du 19e ou du 20e siècle. Ça change tout, parce que maintenant, on ne peut pas penser qu'est-ce que c'est le socialisme, ou une transition vers le socialisme, sans inclure la dimension écologique et toutes les exigences que ça impose. À commencer par les sources d'énergie. Il faut en finir le plus rapidement possible avec les énergies fossiles. Il faut arrêter le charbon, le pétrole et le gaz. Il faut les arrêter très vite, pas dans 30 années, comme le propose la dernière réunion, la neutralité carbone en 2050. Hein? Non, c'est beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. Donc, la proposition, la transition à l'écosocialisme, c'est un processus où on se débarrasse des énergies fossiles, on les remplace par d'autres sources d'énergie, les énergies non renouvelables, mais ça suffit pas, parce que les énergies renouvelables peuvent pas remplacer totalement les énergies fossiles. Donc il faudra réduire la production et la consommation. Donc il faut une décroissance. C'est pour ça que l'écosocialisme assume l'idée qu'il faut une décroissance. Mais quel type de décroissance? Il ne s'agit pas d'une décroissance en général. Il y a certaines activités qu'il ne s'agit pas de les réduire, il faut les supprimer complètement. Alors, à commencer par les énergies fossiles, le pétrole, le gaz et le charbon. Mais il y a beaucoup d'autres activités qui sont inutiles, dont on n'a pas besoin. Hein, la publicité. Hein, est-ce qu'on a besoin de la publicité pour survivre? Est-ce qu'on a besoin de sous-marins nucléaires pour
vivre correctement. La Suisse n'a pas de sous-marin nucléaire, c'est la preuve qu'on peut survivre sans ça. Bon, etc. Donc, il y a une très longue liste de choses qu'il faut supprimer, des productions et des activités qu'il faut supprimer complètement. D'autres, il faut réduire. Par exemple, la circulation automobile, il faut la réduire, parce que les émissions des gaz, etc. Mais là aussi, il faut commencer par supprimer les SUV, les voitures 4x4 qui sont parmi les plus importants émetteurs de gaz à effet de serre aujourd'hui. C'est des voitures totalement absurdes, énormes, qui consomment énormément d'énergie, de pétrole. Et juste, dont la seule utilité, c'est de montrer que son propriétaire est plus riche que l'autre. Hein. Donc c'est totalement absurde. Il faut les supprimer. Bon. Mais en général, les voitures, il faut réduire la circulation automobile. La consommation des viandes, il faut la réduire aussi. Pas la supprimer, c'est absurde de vouloir imposer. Mais il faut convaincre les gens que la consommation des viandes, c'est pas très bon pour la santé, et c'est pas bon pour la santé de la planète, parce que la production de bétail, c'est une source d'émission de gaz, méthane, à effet de serre, etc. C'est le bétail, c'est aussi parmi les facteurs de destruction des forêts, par exemple en Amazonie, etc. Donc il y a des choses qu'il faut réduire. Mais il y a d'autres choses qu'il faut développer. Bon, l'éducation, la santé, les énergies renouvelables, l'agriculture organique, etc. Donc il y a des choses à développer. Donc décroissance, il faut, disons, les comprendre d'une façon plus diversifiée. Il ne s'agit pas d'une décroissance générale, mais il faut l'analyser de façon différenciée. Bien. Donc voilà un peu ce que est l'écosocialisme. C'est un projet très ambitieux de transformation, pas simplement de rapport de propriété, de la gestion économique. Non, c'est un projet global de transformation de notre modèle de civilisation. C'est un changement civilisationnel que propose l'écosocialisme. Bon, maintenant, il ne s'agit pas pour les écosocialistes d'attendre le jour où l'écosocialisme va tomber du ciel, parce que ce jour n'arrivera jamais. Donc, il s'agit de commencer la lutte pour l'écosocialisme ici et maintenant. Et comment mener cette lutte? Justement, en commençant par des batailles concrètes autour de revendications concrètes, surtout des revendications de type socio-écologique, c'est-à-dire des revendications qui soient en même temps sociales et écologiques, qui permettent de mobiliser des gens autour d'un intérêt commun, à la fois social et écologique. Et ces batailles, ces luttes sont très importantes. Elles peuvent parfois être victorieuses. Par exemple, en France, on a mené pendant des années la bataille contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Un aéroport totalement inutile, désastreux écologiquement, et mais ça contrariait des intérêts considérables, des intérêts économiques de l'entreprise multinationale Vinci, qui allait construire l'aéroport et qui évidemment avait des liens avec le gouvernement français, etc. Donc c'était un bras de fer qui a duré des années, dans lequel ont participé des écologistes, des militants de la jeunesse, des paysans, et certains syndicalistes aussi, certains de la CGT de cette entreprise du bâtiment Vinci se sont solidarisés avec le jeune qui occupait le site de Notre-Dame-des-Landes. Et on a gagné cette bataille. Le gouvernement a été obligé d'abandonner Notre-Dame-des-Landes. Et là, j'ai mentionné l'exemple du pipeline extra large aux États-Unis, etc. Donc, il y a pas mal d'exemples comme ça de batailles qu'on mène. Certains, on les gagne, d'autres, on les perd. Et de batailles où, souvent, les militants risquent leur peau. Et tout le monde connaît
l'histoire de l'Honduras où Berta Cáceres, qui était la dirigeante indigène du mouvement contre la construction d'un énorme barrage qui était écologiquement désastreux, bon, elle a mené cette lutte. Elle a réussi à empêcher la construction du barrage et l'entreprise multinationale qui était en train de le faire, en accord avec le gouvernement hondurien, la police, etc., ils ont assassiné Berta Cáceres. Donc, c'est un exemple de choses qui arrivent dans ce type de combat. Mais ces luttes sont très importantes parce que pour l'écosocialisme, la seule stratégie qui peut conduire vers l'écosocialisme, c'est une stratégie de convergence entre lutte sociale et lutte écologique. Convergence entre lutte sociale et écologique. Et il y a beaucoup de revendications qui ont cette possibilité de faire cette convergence. Je vais donner juste un exemple que vous connaissez bien en Suisse, qui est le transport public gratuit. Le transport public gratuit, c'est une revendication sociale parce que les couches les plus pauvres ont des difficultés à payer les transports, et c'est une revendication écologique parce que ça permet de réduire la circulation automobile. Donc c'est un exemple d'une revendication. Bon, maintenant, dans ces luttes, dans ces convergences, se construit peu à peu une certaine conscience sociale et politique. La conscience, d'une part, que la lutte est la bonne méthode, la conscience qu'il faut s'organiser collectivement pour lutter, la conscience de qui est l'adversaire, le système, ses représentants politiques, etc. Et peut-être, un jour, la conscience de qu'il faut un autre modèle de société, une autre forme de vie. Une autre forme de vie. Voilà. C'est ça, le pari de l'écosocialisme. C'est un pari, et comme dans tout pari, comme l'expliquait déjà Pascal, il y a le risque d'échec. Il n'y a aucune garantie. Il y a toujours le risque de l'échec. Donc, les paris écosocialistes ne peut proposer aucune garantie, ni par les lois de l'histoire, ni par les lois de l'économie. Et on ne peut pas compter sur le capitalisme pour s'écrouler tout seul. Ça, c'est une autre illusion qui a résisté pendant longtemps. Et voilà. Donc, c'est un pari. Et c'est un pari révolutionnaire, comme je dis. Ça implique une transformation révolutionnaire. Mais, peut-être il faut redéfinir la révolution. Et là, j'aime toujours citer une phrase de Walter Benjamin. Vous connaissez le philosophe marxiste juif allemand. Dans son testament politique, les thèses sur le concept d'histoire, Walter Benjamin faisait une critique à Marx. Bon, il était marxiste, mais comme tout marxiste sérieux, de temps en temps, il se permettait une critique à Marx. Et il a écrit un passage que j'aime beaucoup citer. Selon Marx disait que les révolutions sont la locomotive de l'histoire. Mais peut-être les choses sont un tout petit peu différentes. Peut-être il faut voir les révolutions comme l'humanité qui tire le frein d'urgence pour arrêter le train. Et je pense que c'est exactement de ça dont il s'agit. Et là, je vais changer un peu la métaphore, je vais passer du bateau Titanic au train. Mais l'idée est la même, nous sommes tous passagers d'un train, qui est le train de la civilisation capitaliste industrielle moderne, un train qui va à toute vélocité vers un abîme. Bon, là, c'est pas un iceberg, c'est un abîme, qui est la catastrophe climatique, le changement, la catastrophe écologique, le changement climatique. Donc, et ça sert à rien de peindre le train en vert, comme certains gouvernements proposent, n'est pas la solution. Effectivement, il faut l'arrêter, et c'est ça qu'on appelle une révolution. Voilà. J'ai fini, merci. Si vous avez des questions, on peut continuer la conversation.
Mais parlez pas tous en même temps, hein, sinon je peux pas répondre. 1, 2, 1, 2, ça marche. Merci beaucoup. Je vais vous lire en fait une question d'une camarade qui fait un mémoire sur les stratégies de l'écosocialisme, qui n'a pas pu être présente ce soir, et qui compare en fait différentes stratégies. Donc je vous adresse sa question telle quelle. J'aimerais vous demander comment le courant écosocialiste, donc pas vous personnellement, mais bien le courant, pense le rapport à l'État dans le cadre du processus révolutionnaire, est ce que les écosocialistes pensent qu'il faut soit le renverser, faire pression sur lui, l'infiltrer ou autre. Ça, c'est sa question, parce que c'est un de ses axes d'analyse. Et moi, j'aimerais prendre la parole sur une deuxième chose. Je pense qu'on est assez aligné sur le fait qu'il faut des réformes antisystémiques. Et avec une série de camarades, et il y a des gens qui connaissent ça, on a lancé en fait une plateforme en ligne dont le slogan est « Produisons moins, partageons mieux et décidons ensemble », qui est un slogan écosocialiste et dans lequel on reprend justement ce cadre d'analyse pour formuler en fait des vagues d'initiatives populaires, se dire pas une initiative et on attend 10 ans, mais plein d'initiatives en même temps pour en fait inonder le système. Et en fait, on a cette plateforme qui est en ligne qui s'appelle Agissons, agisson-ch.org. On va faire passer un papier et on essaie de rassembler en fait un maximum de soutien pour faire que ces mesures en fait soient entendues, parce que comme tu l'as dit, on se connaît Michael, tu l'as dit, effectivement, il y a des alternatives qui existent, radicales, et il faut les mettre en avant. On a mis celle des transports publics gratuits, il y en a de nombreux autres, et voilà, ce que je voulais vous dire, c'est vous inviter à vous mêler de ce projet, et surtout, ce qui est hyper cool, j'espère, c'est que dans quelques jours, le 17 mai, on va lancer une consultation populaire en ligne, et vous allez pouvoir choisir des mesures que vous voulez. Il y aura 18 propositions, vous allez pouvoir les classer, et ces mesures, en fait, on va les transformer tout de suite en initiatives. Donc voilà, je vous invite à ça, et comme mot de la fin, je dirais que c'est pas une finalité, parce qu'il faut une rupture révolutionnaire, on en est conscient, mais il faut être nombreux et bien organisés, et pour ça, ça commence maintenant. Bon, je vais répondre à une par une, sinon j'oublie. Bien, alors, disons, dans l'écosocialisme, il n'y a pas, disons, c'est pas un parti politique où tout le monde partage les mêmes tactiques, disons, il y a un fond commun, et bon, on partage certaines idées communes, mais bon, il y a des nuances, tout le monde n'a pas exactement la même conception. Donc, ce que je peux dire sur la question de l'État, ça va être mon opinion, hein. Bon, elle est assez largement partagée, à un degré ou un autre, mais je dirais pas que ça, c'est la doctrine de tous les écosocialistes. Bon, la question de l'État, je pense que la première chose à dire, c'est qu'on ne peut pas ignorer l'État. Hein? C'est-à-dire, beaucoup d'écologistes pensent que si on va dans un coin tranquille et on construit une ferme d'agriculture biologique et on pratique le commerce, soutenable, etc., on n'a pas besoin de l'État, on n'a pas besoin de se préoccuper avec l'État. Malheureusement, c'est pas comme ça. Hein? C'est-à-dire, même si on s'intéresse pas à l'État, l'État s'intéresse à nous. Hein? Et il surveille et il défend le système. Hein? Et donc, il va permettre des activités qui mettent pas le système en question, mais dès que une initiative a des caractéristiques antagoniques au système, bon, l'État va s'en occuper. Bon. Donc, on ne peut pas ignorer l'État. Et la première chose qu'il faut faire, c'est combattre des initiatives de l'État qui sont nuisibles. Hein? Bon, par exemple, en Allemagne, hein, l'État a décidé que, puisqu'on n'a plus l'énergie nucléaire, qu'est-ce qu'on va faire? On a beaucoup de charbon en Allemagne, c'est formidable, hein, on va exploiter notre charbon. C'est écologiquement un désastre terrible. Donc les écologistes en Allemagne se sont mobilisés contre la politique de l'État et des entreprises capitalistes, évidemment, d'exploiter massivement le charbon allemand, hein, qui est particulièrement sale, hein, c'est la lignite. Alors c'est une bataille contre l'État. Hein. Bon,
Donc c'est un premier exemple. Et en relation avec ça, il y a l'idée qu'il faut faire pression sur l'État pour lui arracher les concessions. Non seulement empêcher ses activités les plus nuisibles, mais lui arracher des concessions. J'ai mentionné l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, mais il y a aussi en France, on a interdit le fracking, l'exploitation du gaz de schiste, qui est, du point de vue écologique, un désastre. Je ne vais pas décrire tous les détails. Mais... Donc il y a eu une mobilisation écologique, sociale importante. On a réussi à que le gouvernement interdise le fracking. C'est une victoire. Donc il ne faut pas ignorer l'État, il faut s'opposer aux mesures les plus négatives de l'État. Il faut faire pression sur l'État, quel qu'il soit, de centre, droite ou de gauche, pour qu'il prenne des mesures positives. Ça, c'est un deuxième aspect. Troisième aspect, les écosocialistes ne sont pas indifférents de qui est à la tête de l'État. On ne peut pas dire, bon, puisqu'ils ne sont pas écosocialistes, ça nous indiffère, qu'ils soient d'extrême droite, de droite, du centre ou du centre-gauche, ou même un peu à gauche, puisqu'ils ne sont pas écosocialistes, ça ne nous intéresse pas. Non, ça nous intéresse beaucoup. Et on veut que l'État soit géré par des forces un peu moins nuisibles pour la planète. Bon, les choix n'est pas toujours les mêmes, ça change à chaque pays, mais il y a des moments où il faut choisir. Bon, aux États-Unis, les gens ont choisi Joe Biden contre Trump. Et ils avaient raison. Ils ont beaucoup d'illusions sur Joe Biden, etc., etc. Donc, là aussi, on est obligé à s'occuper de l'État. Mais, finalement, on pense, en tant qu'écosocialiste, que il suffit pas d'élire un gouvernement qui soit un peu moins mauvais que l'autre, ou même un peu meilleur, mais il faut un changement profond, un changement économique, social et politique profond. Et ça ne peut pas passer par les structures de l'État telles qu'elles existent. Et là, il y a une célèbre thèse de Marx, rédigée après la Commune de Paris, où Marx dit « Les travailleurs ne peuvent pas s'approprier de l'appareil d'État bourgeois et les mettre à leur service. Ils doivent les détruire et créer autre chose, une autre forme politique, un pouvoir démocratique des travailleurs, etc. etc. » Bon. Nous pensons que cette thèse marxiste classique, disons, est toujours valable. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va se lancer bille en tête maintenant à la destruction de l'État, c'est pas ça, mais dans la vision qu'on a de qu'est-ce que c'est un processus révolutionnaire de transformation, bon, il s'agit que l'État actuel, bourgeois, avec ses structures militaires, policières, bureaucratiques, etc., sera substitué par une autre forme d'organisation politique. Voilà. Donc on ne se contente pas de l'État tel qu'il existe, on ne pense pas qu'avec l'État tel qu'il existe, on peut déjà aller vers l'écosocialisme. Voilà, donc j'essaie de montrer que, à la fois, on doit être réaliste, pragmatique envers l'État tel qu'il existe, mais en même temps avoir une visée révolutionnaire qui va au-delà de l'État tel qu'il existe. Voilà. Et merci pour l'information. L'initiative est excellente, les transports publics gratuits. Ça existe dans plusieurs villes, je ne sais pas si en Suisse, mais en France et dans d'autres pays, et en Europe. Plusieurs villes ont adopté déjà les principes du transport public gratuit. C'est à la fois une mesure progressiste, une mesure écologique, je dirais presque une mesure communiste, parce qu'elle n'a pas de l'idée que les services publics sont un bien commun qui doit être gratuit, mais on peut la faire même dans le cas du capitalisme. Le capitalisme ne s'écroule pas parce que le transport public est gratuit. Voilà. Oui, donc bonsoir, je suis ici. Je vais vous poser merci pour cette conférence. Je vais vous poser la question suivante. Vous avez plus fort? Oui, d'accord. Du coup, vous avez commencé votre conférence en vous référant à Gramsci. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir en quoi vous faites rentrer le culturel, plus précisément la question du langage, des mots,
la façon dont on nomme les choses, en fait, comme composante, on va dire, du combat ou de la lutte, sachant par exemple qu'on a vu qu'avec MeToo, par exemple, on a vu que le fait qu'il y avait eu un nouveau langage qui s'était imposé. On parlait. Vous m'entendez? Vous m'entendez? D'accord. Non, je voulais dire la question du langage. Comment est-ce qu'un nouveau langage pourrait permettre d'imposer une nouvelle hégémonie culturelle? On a vu par exemple que avec MeToo, le mouvement MeToo, on est passé de façon d'appeler des gestes, des pratiques, de la drague lourde à du harcèlement sexuel, vraiment dans l'espace public, et que ça provoque réellement des changements sociaux au niveau des institutions, mais au niveau aussi des comportements sociaux en général. Du coup, quelle place vous tenez du culturel dans la lutte que devrait mener l'écosocialisme à ce niveau-là? Oui. Ben justement, Gramsci avait, parmi les marxistes, c'est un de ceux qui a mieux compris l'importance fondamentale de la culture dans la transformation, dans un processus de transformation sociale. Et la culture au sens large, c'est-à-dire la culture au sens de la façon dont les gens pensent, les langages qu'ils utilisent, mais aussi l'art, la littérature, la poésie, la musique, les chansons, le cinéma, tout ça fait partie de la culture, et les combats écosocialistes passent par tous ces moyens. Les combats écosocialistes passent par tous ces moyens. Il y a, disons, des artistes écosocialistes, il y a des cinéastes, il y a des poètes, bon, tout ça fait partie de la formation d'une culture en gestation. C'est pas quelque chose d'achevé, mais je pense qu'il y a une culture sociale, écosocialiste qui est en gestation. Et bon, les langages. Alors, je pense qu'il n'y a pas un seul langage écosocialiste. Il y a une diversité de langages. Il y a un langage écosocialiste religieux. Il y a des écosocialistes chrétiens qui se réfèrent au pape François, par exemple, et qui expliquent leur choix en termes spirituels par rapport à leur héritage chrétien. Il y a d'autres qui sont marxistes athées, ils ont un autre langage. Il y a des écosocialistes qui viennent de traditions indigènes. Par exemple, je connais un grand dirigeant paysan indigène péruvien qui s'appelle Hugo Blanco, qui est très actif dans les mouvements écosocialistes. Et lui, il dit, l'écosocialisme, nous les indigènes en Amérique latine, on le pratique à plusieurs siècles. C'est-à-dire les indigènes, nous, on a des pratiques écosocialistes il y a plusieurs siècles. Donc, il traduit l'écosocialisme dans les langages des traditions indigènes. Et beaucoup d'écosocialistes en Amérique latine utilisent une expression indigène pour définir qu'est-ce que c'est l'écosocialisme. Ça s'appelle dans une des langages indigènes Sumac Kamai, traduit le bien vivre, le bien vivre, le buen vivir, le bien vivre. Ça veut dire quoi? Que pour l'écosocialisme, l'important ce n'est pas d'accumuler de plus en plus de biens ou d'argent ou de capital ou de marchandises, mais c'est, disons, un rapport qualitatif entre les êtres humains et avec la nature, qui définit ce qui est une bonne vie. Et qui définit qu'une bonne vie, c'est des rapports humains et des rapports entre les humains et la nature. Voilà, donc c'est une traduction de l'écosocialisme dans les langages indigènes. Donc je dirais qu'il y a une pluralité des langages par lesquels s'exprime l'écosocialisme, et ça fait partie, disons, de cette bataille culturelle, n'est-ce pas, pour faire avancer ces projets d'une autre civilisation. Voilà. Bonsoir, merci pour la conférence. Vous avez parlé de la nécessité de la décroissance. Ma question est la suivante. Pourquoi rester dans un discours quantitatif alors même qu'on sait que la cause c'est le capitalisme et que l'une de ses caractéristiques principales est justement la marchandisation de tout,
et donc la quantification de tout. D'accord. Bien. Alors, disons, les écosocialistes en général, moi y compris, avons souvent critiqué les discours de la décroissance, en disant que, par exemple, la principale critique qu'on faisait, c'est que la décroissance n'est pas un projet de société. Simplement, les capitalistes disent qu'il faut la croissance du PIB, et nous on dit qu'il faut la décroissance. Ça ne donne pas un projet de société, ça ne donne pas un autre mode de vie, ça ne dit pas comment on va organiser l'économie, la société, etc. Donc, ça nous semblait insuffisant pour définir un projet politique. Et deuxièmement, il nous semblait que le concept de décroissance courait les risques, comme vous avez dit, de remplacer une vision quantitative par une autre vision quantitative, quand ce qu'il nous faut, c'est effectivement différencier, comme j'ai dit, des activités qui doivent être supprimées, d'autres qui doivent être réduites et d'autres qui doivent être élargies. Mais en même temps, nous pensions que les courants de la décroissance avaient raison de critiquer l'idéologie et la pratique obsessive de la croissance du système capitaliste. Le système capitaliste n'a pour un seul objectif économique, politique, social, la croissance du PIB, l'expansion, tout est mis en fonction de ça. Et si le PIB a augmenté, tout va bien, on n'a aucune raison de critiquer quoi que ce soit. Donc, c'est une bataille politique, culturelle, idéologique contre ce principe totalitaire, disons, de la croissance. Donc, nous étions d'accord avec ça. Et nous étions aussi d'accord avec l'idée qu'il faut effectivement réduire la production et la consommation si on veut réduire l'utilisation des énergies. Et nous savons que les énergies renouvelables ne sont pas suffisantes pour maintenir le rythme actuel de production et de consommation. Donc il faut réduire. Donc l'idée qu'il faut une réduction, qu'il faut une certaine forme de décroissance nous semblait légitime, mais insuffisante. Donc, en fonction de ces accords et désaccords, nous avons mené une discussion avec ce qu'on pourrait appeler l'aile gauche du mouvement de la décroissance. Alors, l'aile gauche, c'est quoi? Disons, l'aile droite du mouvement de la décroissance croit à la possibilité de la décroissance dans le capitalisme. Elle croit à un capitalisme vert, un capitalisme qui décroît, etc. Bon, nous pensons que c'est une illusion, que le capitalisme ne peut pas s'engager dans la décroissance, qu'un capitaliste qui essaierait de pratiquer la décroissance irait immédiatement à la faillite. Imaginons un producteur de voitures qui dit ben, je vais décroître ma production de voitures, je vais vendre seulement je vais produire seulement la moitié des voitures que je produisais jusqu'à maintenant. Bon, il irait immédiatement à la faillite. Et son marché serait pris par les autres producteurs de voitures qui ne veulent pas décroître. Donc, c'est pas possible. Mais il y a une aile gauche dans le mouvement de la décroissance qui est anticapitaliste et qui est intéressée par l'écosocialisme. Donc, nous avons mené une discussion et nous avons abouti à un document commun. Nous avons abouti à une déclaration qui s'appelle « Pour une décroissance écosocialiste ». C'est-à-dire, nous avons expliqué que la décroissance en tant que telle n'est pas un projet de société, tandis que l'écosocialisme, oui, mais que l'écosocialisme inclut, disons, l'idée de la décroissance. Donc, nous avons proposé une déclaration qui s'appelle « Pour une décroissance écosocialiste », qui a été publiée les mois derniers, donc c'est nouveau, dans une revue américaine qui s'appelle Monthly Review, qui est la principale revue éco-marxiste, disons, pour aller vite, aux États-Unis, avec un rayonnement international, etc. Et ce document est en train d'être publié aussi en grec, en espagnol, en portugais, en français et en allemand. Donc c'est une tentative de rapprocher ces deux courants
qui sont l'écosocialisme d'une part et la gauche du mouvement de la décroissance de l'autre. Voilà. Donc, voilà pour résumer, mais je pense que votre observation est légitime, c'est-à-dire, si on se limite à penser la décroissance comme simplement une réduction quantitative de la quantité des biens, ça ne mène pas très loin. Hein? Donc, cette critique, on la partage. Ouais, je suis là. Vous avez utilisé durant cette conférence, merci beaucoup, toute une série de termes. Je pense à catastrophe, tirer les freins du train, l'alarme, ou bien même cette critique à l'attente, qui rappelle l'auteur que vous avez cité tout à la fin, c'est Walter Benjamin. Quelle place la pensée de Benjamin, quelle place sa philosophie et notamment sa critique au progrès a dans votre idée, votre théorie, projet ou stratégie écosocialiste? D'accord. Bien. Alors, je pense que Walter Benjamin, effectivement, est une sorte de précurseur, si on veut, de l'écosocialisme. À la fois par sa critique de l'idéologie du progrès. Hein, c'est l'idée que, grâce au développement des forces productives, de la technique, etc., on va inéluctablement vers la liberté, l'égalité, le socialisme, etc., ou la démocratie. Bon. Donc cette vision très enracinée dans la culture moderne, hein, bon, il prend une critique et il prend les contre-pieds. Hein, il dit, bon, le progrès jusqu'à maintenant, il a fait que accumuler des ruines. Hein, des ruines, c'est une montagne de ruines qui s'accumule. Bon, donc il a cette vision critique et il a en même temps des intuitions écologiques, je dirais. Il n'a pas un discours articulé, mais il a des intuitions écologiques. Il critique l'idée de l'exploitation de la nature. Il dit que c'est une idée impérialiste, c'est une idée meurtrière envers la nature. Et il critique cette idée non seulement chez les bourgeois ou les capitalistes, mais dans la gauche aussi, dans le courant des gauches qui disent on va abolir l'exploitation de l'homme par l'homme pour pouvoir mieux exploiter la nature. Alors, donc Benjamin rejetait ça. Et il s'intéressait aux pratiques de peuples primitifs. Il disait que les peuples primitifs avaient un rapport à la nature comme mère généreuse, hein, qui est contraire au rapport meurtrier de l'exploitation capitaliste. Donc il a des intuitions assez étonnantes. Donc je dirais que je conçois Walter Benjamin comme un des précurseurs de l'écosocialisme, mais ça c'est mon opinion personnelle. Tous les écosocialistes ne sont pas des lecteurs de Walter Benjamin, c'est pas nécessairement, disons, ça fait pas nécessairement partie du corpus, disons, de l'écosocialisme. Mais à mon avis, Walter Benjamin donne des idées intéressantes, des pistes intéressantes pour penser la question de l'écosocialisme. J'ai récemment publié un livre avec un ami qui s'appelle Robert Serre, qui s'appelle Anticapitalisme, romantique et nature, où il y a un chapitre justement sur Walter Benjamin, sur l'écologie, disons, de Walter Benjamin. Pour le moment, ce livre n'existe qu'en anglais, mais en novembre, il va paraître aussi en français. Donc là, je discute plus largement la contribution, disons, de Walter Benjamin à l'écosystème. Alors, bonjour, merci beaucoup pour la conférence. Donc, ma question porte sur l'organisation et la forme qu'elle prend
Vous voulez que je parle plus fort? Alors, alors merci pour la conférence plus fort. Et donc ma question porte sur l'organisation que vous avez mentionnée comme une nécessité pour la construction d'un mouvement écosocialiste et la forme qu'elle doit prendre. Et le cœur de ma question, c'est est-ce qu'il y a une spécificité au mode d'organisation éco-socialiste du fait du caractère écologiste de l'écosocialisme qui serait donc différent de ce qu'on verrait dans le socialisme d'habitude, et quel est votre rapport du coup aux partis, aux syndicats et à des trucs plus récents comme la ZAD que vous avez mentionné, qui est dans le rejet de l'institutionnel et des organisations traditionnelles comme le parti et le syndicat. Donc quelle est votre position à vous et la position éco-socialiste là-dessus? J'ai pas bien entendu, 1000 excuses, mais... Vous voulez que je le fasse plus lentement? Oui. Je suis désolé, je réalise pas à quel point je parle vite. Alors, donc ma question a trait à l'organisation dans le mouvement social éco-socialiste et à la spécificité de cette organisation du fait du caractère écologique de l'écosocialisme et éventuellement sa distinction vis-à-vis d'une organisation socialiste. Et donc la question c'est le rapport au parti, au syndicalisme et à des phénomènes plus récents comme la ZAD, dont souvent les gens qui sont dans des ZAD rejettent l'organisation institutionnelle, qu'ils appellent institutionnelle, qu'on voit dans un parti ou un syndicat. D'accord. Bon. Alors, les formes d'organisation des écosocialistes sont très diverses. La première chose, je pense, importante, c'est pour les écosocialistes, c'est de participer aux mouvements écologiques radicaux. Hein, c'est la chose numéro 1. C'est-à-dire, par exemple, les grèves de la jeunesse, hein, les grèves pour l'avenir. Bon, la première chose pour un écosocialiste, c'est être présent dans ce mouvement, de l'aider, de l'encourager, de contribuer à l'organiser et aussi, modestement, d'apporter sa contribution, ses idées, ses propositions. Donc ça, c'est la chose. Et participer à toutes les luttes qui vont dans le sens de la convergence du social et de l'écologique. Par exemple, la lutte pour les transports gratuits, etc. Donc ça c'est le première forme concrète d'action pour les écosocialistes. Mais les partis politiques aussi sont importants. Hein. C'est important de gagner le parti politique écologique ou socialiste à l'écosocialisme. Hein. Bon, ça c'est une bataille politique qui implique une dimension critique, c'est-à-dire de critiquer l'écologie de marché, l'écologie social-libérale, etc., et critiquer le socialisme productiviste, le socialisme type soviétique, etc., bon, toutes les formes non écologiques ou anti-écologiques du socialisme. Donc il y a une bataille politique et un travail de persuasion, c'est-à-dire pas simplement négatif, mais un travail de discussion fraternelle, n'est-ce pas, avec nos amis écologiques et nos amis socialistes pour les convaincre de cette idée, disons, nouvelle qui est l'écosocialisme. Et gagner donc des partis politiques, soit écologiques, soit socialistes, à la cause écosocialiste. Et c'est pas une tâche impossible. Non? Il y a des partis politiques, il y a des courants politiques aujourd'hui qui existent, qui se réclament de l'écosocialisme. Pour donner un mouvement politique qui est international, qui s'appelle la 4e internationale, il se réclame depuis quelques années de l'écosocialisme. Et d'autres mouvements aussi. Bon, je connais un mouvement international aussi marxiste, dont la base est en Angleterre, le Parti socialiste et travailleur en Angleterre. Je me souviens d'une discussion il y a quelques années avec son principal dirigeant qui disait on n'a pas besoin d'écosocialisme, il suffit socialisme, parce que le socialisme inclut l'écologie, etc., la démocratie, tout ça. Bon, maintenant, il se réclame de l'écosocialisme. Et comme ça, il y a d'autres. En France, par exemple, bon, il y a l'NPA et Ensemble, deux partis de la gauche anticapitaliste qui se réclament de l'écosocialisme. Et les partis de gauche, fondés par Jean-Luc Mélenchon, au début,
se réclamait aussi de l'écosocialisme. Il avait même publié un manifeste écosocialiste. Depuis les dernières années, Mélenchon ne parle plus tellement d'écosocialisme, enfin, c'était un pas important. Et dans d'autres pays, au Brésil par exemple, il y a un parti de la gauche radicale qui s'appelle Parti du socialisme de la liberté, qui se réclame aussi de l'écosocialisme. Donc, il y a comme ça différents partis qui commencent à s'intéresser ou même à adhérer aux idées socialistes. Mais c'est quelque chose qui est encore au début. Hein. C'est une bataille qui doit être encore menée et qui donc signifie pour nous en tant qu'écosocialistes, que on ne fait pas l'impasse sur les partis politiques, on ne se limite pas à constater que la plupart des partis politiques de gauche ne donnent pas du tout l'importance suffisante à l'écologie, c'est malheureusement vrai, mais on ne peut pas se limiter et on ne peut pas faire simplement une croix sur les partis politiques, il faut mener un combat pour les gagner aux idées écosocialistes. Voilà. Bon, l'heure avance. Une dernière question. Et les femmes n'ont pas eu droit à la parole encore. Alors, c'est une femme qui veut poser une question. Non? Ah. Peut-être deux dernières questions. Bonsoir et merci beaucoup pour la conférence. Peut-être une question sur quelles sont les stratégies portées par le mouvement éco-socialiste pour politiser les masses. Politiser les masses, politiser le plus de gens, parce que je crois que j'ose encore espérer qu'il n'y a pas fondamentalement une majorité de gens qui sont en accord philosophique et fondamental avec la pensée capitaliste, marchande, néolibérale, mais plutôt une masse de gens qui se sont pas politisés ou qui s'intéressent pas à ces questions-là. Et c'est peut-être faux, je voudrais bien savoir votre avis là-dessus aussi. Mais du coup, comment réussir à politiser cette masse pour créer un rapport de force suffisant à faire changer le système? Ok. Alors, je pense pas qu'il y a une solution miracle pour politiser les masses. Ça dépend dans chaque pays. Les tactiques sont pas toujours les mêmes. Les moyens sont pas toujours les mêmes. Ça dépend à quel public on s'adresse. Mais évidemment, notre objectif, c'est gagner les grandes masses pour nos idées. Bon. Un premier pas, modestement, c'est commencer par gagner les formateurs d'opinion. Les formateurs d'opinion, les dirigeants politiques, les dirigeants syndicaux, des militants associatifs, des militants écologistes, bon, des gens qui sont actifs et qui ont une influence sociale plus large. Donc si on gagne ces cadres qui sont les formateurs d'opinion, c'est un premier pas pour gagner les masses. Ça passe aussi par, disons, différentes médiations. Bon, par exemple, dans un pays d'Amérique latine, disons le Brésil, que je connais bien parce que je suis d'origine brésilienne, c'est très important pour gagner les masses à n'importe quelle idée socialiste ou écologique ou ex-socialiste, c'est très important la médiation religieuse, parce que la population est très religieuse. Donc, mais ça c'est pas moi en tant que marxiste, athée, non-croyant, etc., mais il y a une foule d'autres militants et penseurs qui sont chrétiens, certains sont marxistes chrétiens, qui vont traduire les discours écosocialistes en langage religieux, en langage chrétien, en s'appuyant par exemple sur l'encyclique du pape, en traduisant Laudato Si en langage écosocialiste, c'est pas tellement difficile. Bon, donc, ça c'est un moyen pour gagner des masses qui seraient pas susceptibles pour un discours marxiste traditionnel, qui commence par le rapport de production et les contradictions avec les forces productives, mais il vaut mieux commencer en parlant de Jésus-Christ, par exemple. Voilà. Donc, disons, les médiations pour s'adresser aux masses sont pas les mêmes dans chaque pays, et évidemment en fonction du type de public auquel on s'adresse. Mais il faut aussi passer par la médiation des organisations.
les organisations des masses, comme les syndicats, par exemple. C'est très important de gagner le militant syndicaux, les cadres syndicaux, pour les idées écosocialistes, pour que ça gagne, disons, la masse de leurs militants. Et évidemment aussi les partis politiques, etc. Et les mouvements, les grands mouvements des jeunes ou autres. Bon, c'est à travers les mouvements qu'on peut avancer la compréhension des idées écosocialistes. Donc il ne suffit pas d'écrire de beaux livres sur l'écosocialisme, effectivement, il faut trouver les médiations culturelles, organisationnelles, politiques, sociales, etc., pour que ces idées arrivent à des plus grandes masses. Sans, malheureusement, sans une garantie qu'on va réussir. Hein. Comme je disais, c'est un pari, c'est un combat, c'est un pari, c'est pas quelque chose d'impossible, mais c'est pas gagné d'avance. Voilà. Voilà. Et pour terminer, je cite toujours une phrase de Bertolt Brecht que j'aime beaucoup. Celui qui lutte peut perdre, mais celui qui ne lutte pas a déjà perdu. Voilà. Voilà, c'est mon message.